te rattrape. Ouais, on n'en est pas encore là, hein. Ah, mais merde. T'as vu ça? Ouais, bah t'as pas encore gagné la coupe de l'Afrique, hein. De l'Afrique. Ouais, bah t'as pas encore gagné la coupe de l'Afrique, hein. De l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah t'es en train de perdre, là. Non mais on a vécu 2 fois la même scène là, Sylvain. Tu crois? Tu trouves pas ça bizarre? Ouais. Attends voir. T'écris n'importe quoi là, hein? Ah merde, ouais. Visiblement, c'est une analepse sinusoïdale itérative du continuum spatio-temporel. Hein? Bah visiblement, c'est une analepse sinusoïdale itérative du continuum spatio-temporel. Hein? Ouais, une déchirure de l'espace-temps, quoi. Ah! Une analepse sinusoïdale itérative du continuum spatio-temporel. Ne touchez plus à rien! Mais c'est qui, lui? Tu le connais? Je suis ton toi du futur, patate. Et non, je n'ai pas changé de coiffure. Mais comment tu sais ce que j'allais dire? La ferme! Je viens vous prévenir qu'il y a un sinus anal odorant! Hein? Une faille spatio-temporelle, quoi. Vous connaissez pas les termes techniques. Ah, mais on est déjà au courant, en fait. Ah d'accord. Ok. Bon bah c'est cool. Ciao. Je crois qu'il est l'heure de vous présenter des films qui parlent de voyage dans le temps. Hop 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 hop. Avant de commencer, je voulais quand même vous prévenir qu'on va pas vous présenter des films très connus comme Terminator ou Retour vers le futur, ça n'a aucun intérêt. Non, mais chaque film que nous allons vous présenter a son intérêt propre. Certains sont complexes et même très conceptuels. D'autres sont plus légers et très accessibles. Et on en a pour tous les goûts. Même si ce ne sont pas tous des grands films, nous avons essayé de souligner leur démarche et leurs intérêts. Et allons-y! Il est fort possible que vous ayez déjà vu L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Et si vous ne l'avez pas vu, que faites-vous encore devant cet écran? L'Armée des 12 singes, donc, est un remake d'un court-métrage expérimental écrit et réalisé par Chris Marker. Chris Marker, qui, contrairement à ce que son nom indique, est français. Merde, en fait, on doit dire Chris Marker. Bref, je vous encourage à découvrir cet homme qui a eu une carrière assez incroyable, s'étant illustré essentiellement dans les films documentaires. La Jetée est une exception puisque c'est une de ses rares œuvres de fiction. L'histoire reste globalement la même que pour l'Armée des 12 singes. Dans un monde post-apocalyptique, le héros est hanté par un souvenir d'enfance traumatisant, où il a vu un homme se faire tuer sous les yeux de sa propre femme. Ce souvenir est un lien émotionnel avec le passé qui lui permettra de voyager dans le temps et de revenir à cette époque sans devenir fou. Bon voilà, c'est succinct dit comme ça, mais impossible de spoiler le reste du film. Si vous avez déjà vu L'Armée des 12 singes ou sa médiocre adaptation en série télé, La Jetée ne vous apportera pas grand chose en termes de récit. Plus court, il ne dure que 28 minutes, il peut donc sembler moins riche à ce niveau. Si certaines différences apportent un intérêt notable, comme le fait que le héros voyagera dans le futur, toute la partie de l'internement psychiatrique est absente par exemple. Mais alors, pourquoi faut-il voir ce film ? Déjà parce que Marker et Gilliam ont des obsessions différentes. Gilliam est fasciné par la folie, les rêves, l'effritement du monde, les dysfonctionnements en tout genre en fait. La mort est aussi un thème qui revient couramment chez lui, mais surtout à travers l'idée d'une renaissance. Chez Chris Marker, en revanche, on peut déceler l'intérêt fort pour la mémoire, les souvenirs, l'inconstance et les vicissitudes du monde. Des approches très différentes qui ont leur intérêt propre et qui font qu'il est passionnant de connaître les deux œuvres afin d'apprendre à déceler ce qui tient du regard d'un réalisateur. La Jetée est aussi fascinant de par son procédé narratif qui tient de l'expérimental. Le film est constitué d'un enchaînement de photos. En effet, mis à part un plan de 5 secondes sur un personnage qui cligne des yeux, on se rapproche plus du diaporama que du cinéma a priori. Mais seulement a priori, car en réalité ce procédé n'est évidemment pas gratuit et renforce cette obsession de la mémoire, du souvenir si cher à Chris Marker. Le récit, narré par une voix off, se dessine continuellement à travers des ellipses, plus ou moins importantes. Le cinéma traditionnel est un art du mouvement, mais un mouvement illusoire, recréé par un enchaînement d'images fixes extrêmement courtes. Certaines images de La Jetée sont si rapprochées dans le temps qu'on y retrouve l'idée du mouvement, mais ralenties, appuyant à chaque fois la fixité de l'image. Chris Marker rappelle ainsi l'immobilité des événements passés et le déterminisme temporel qui en découle.
Le passé est fixe, éternel, immuable. Écrit par Jamie Mathison, scénariste de 2 des épisodes les plus remarquables de la saison 8 de Doctor Who, cette comédie au budget rikiki est suffisamment fun pour être à découvrir. 3 amis se retrouvent au pub pour boire un coup. L'un d'eux, Ray, se fait aborder par Cassie, qui se présente évidemment comme venant du futur. Je veux dire, ça nous est tous au moins arrivé une fois. Racontant sa rencontre à ses amis, ceux-ci ne le croient évidemment pas, jusqu'au moment où l'un d'eux, Pete, revient des toilettes et se rend compte que tout le monde a été assassiné dans le pub, lui-même également. Cette idée d'utiliser les toilettes comme faille temporelle est à l'image de l'humour du film, très anglais. À défaut d'être très fin. Jouant sur l'absurde des paradoxes temporels, le scénario de Jamie Mathison excelle dans la caricature des plus grands clichés des histoires de voyage dans le temps. Les dialogues sont amusants et les situations souvent cocasses, comme cette scène où les 3 amis tentent de reproduire tous les faits et gestes que Pete a réalisés aux toilettes pour tenter de réactiver le voyage temporel. Le film est loin d'être parfait, le budget est ridicule n'aidant pas, on sent le récit et la réalisation sclérosés par le manque de moyens, notamment dans les scènes se passant dans le futur, où celui-ci n'est pas suffisamment montré ou dépeint, dépendant d'astuces scénaristiques ou de réalisation qui sont un peu trop évidentes pour faire passer la pilule. Je parle d'ailleurs plus du scénario que de la réalisation, car c'est lui qui fait le sel du film, la mise en scène étant assez pauvre, proche d'une sitcom de qualité. Oui, ça existe. Je crois. Néanmoins, l'intérêt du film réside essentiellement dans le caractère attachant des personnages, dans l'absurdité des situations, et ses références nombreuses à d'autres films traitant de voyage dans le temps. En somme, un film léger et astucieux qu'il est bon de voir entre amis autour de quelques bières. Mais attention, quand vous irez aux toilettes. Non. Christopher Smith est un habitué des petites productions surprenantes. C'est lui qui a réalisé Black Death, dont nous avons fait une analyse de plan ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, sauf si vous n'avez pas vu le film, car ça spoil à mort. Attaché au cinéma d'horreur indépendant et à son genre surreprésenté, à savoir le slasher, il s'attache depuis son premier film à en utiliser les codes, mais en les recontextualisant dans des registres différents, comme la comédie avec Severance, ou dans des cadres originaux comme un métro dans Creep, ou une boucle temporelle dans Triangle. Car effectivement, on n'est pas tout à fait dans le registre du voyage dans le temps, mais plus dans ce qu'on appelle l'itération, à savoir la répétition successive et éternelle d'une même boucle, façon Un jour sans fin. À la différence qu'ici, on a plusieurs boucles temporelles qui peuvent se croiser. Et qu'il n'y a pas Bill Murray, et qu'il n'y a pas de marmotte, c'est tellement dommage. Comme dans tout slasher qui se respecte, l'héroïne du film est donc une femme. Bah oui, c'est le principe d'une héroïne d'être une femme. L'héroïne est donc une femme appelée Jess, Toutes les héroïnes de slasher s'appellent Jess. What? qui, après avoir subi une tempête en mer avec ses amis, se retrouve à courir partout pourchassée par un mystérieux tueur sur un paquebot vide et étrange. On est donc dans le pur slasher jusque-là, sauf que... À un moment du film, Jess se retrouve spectatrice d'une scène qu'elle a déjà vécue, s'observant alors elle-même. Le film entre alors dans une spirale infernale où le principe de la prison temporelle, de l'enfer éternel prend forme. On se retrouve alors dans une relecture contemporaine du mythe de Sisyphe, où la dimension mythologique se transforme peu à peu à un fardeau personnel et psychologique. Ce qui peut décevoir un peu, car on se retrouve avec un film intimiste, là où la forme laisse entrevoir quelque chose d'énorme. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Le film a bien des faiblesses, une redondance due au concept et une façon d'user des paradoxes qui peut laisser perplexe, mais il a aussi des qualités indéniables comme ce concept original et cette photographie qui sature les blancs, noyant l'image dans une atmosphère surréaliste, un aspect clinique rappelant la détresse psychologique de l'héroïne. Il était temps de vous parler d'Il était temps. Sur le papier, ce film n'a rien pour lui. Enfin pour moi, hein. Enfin je veux dire pour lui, pas pour moi. Mais enfin pour moi, il n'y a rien pour lui. Tu vois? Réalisé et écrit par Richard Curtis, déjà, c'est pas pour m'inspirer confiance. C'est le chantre de la comédie romantique anglaise qui a scénarisé 4 mariages et un enterrement, Bridget Jones, Coup de foudre à Notting Hill, et aussi écrit et réalisé Love Actually. Autant dire que ce n'est pas trop ma tasse de thé. Malgré que ce soit anglais. Et Il était temps commence sur les mêmes bases, même type de personnage, même schéma narratif, même ton, on est en terrain balisé de la rom-com bien calibrée, le voyage dans le temps en plus. En effet, Tim, le personnage principal, a un don hérité de ses ancêtres. Il peut voyager dans le temps au travers de son propre corps, ce qu'on appelle dans le jargon la métempsychose temporelle. Ce qui veut dire, en plus clair, la réincarnation temporelle. Astuce scénaristique amusante dans le contexte d'une comédie romantique, mais qui a ses limites, notamment dans la récurrence du même procédé. Tim commet une maladresse, il va essayer de la corriger plusieurs fois de suite jusqu'à atteindre le déroulement souhaité.
Au bout d'un moment, on a compris quand même. Hein. On se dit alors qu'en plus d'être particulièrement calibré, le film risque de s'essouffler rapidement. Surtout que la relation amoureuse donne un sentiment mitigé, entre une interprétation attachante et une écriture un peu pauvre. Pourtant, petit à petit, le film prend une autre tournure et nous amène dans des sentiers inattendus, développant des thématiques plus dramatiques, en délaissant le schéma rom-com classique pour s'intéresser à une relation père-fils particulièrement attachante. Bien mieux écrite, la deuxième partie du film est plus intéressante à tous les niveaux. Les personnages gagnent en épaisseur, leurs relations prennent du sens, le traitement des voyages temporels prend une tournure moins superficielle et le film surprend, enfin. Ce n'est donc pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais c'est une œuvre simple, vivante, attachante, et des fois, ça fait du bien. Adaptée de la nouvelle de Robert Heinlein, Vous les zombies, elle-même le prolongement d'un principe que l'auteur a déjà abordé dans une nouvelle précédente. Mais impossible de vous donner le titre de celle-ci sans aborder une partie de l'effet de surprise. Non mais quelle idée, franchement. Souvent considéré comme étant l'œuvre ultime de voyage dans le temps, Vous les zombies a été adapté très fidèlement dans sa structure. Des thématiques ont été rajoutées dans le film, mais n'apportent rien au propos, pire, détournent l'attention alors qu'elles sont nettement moins intéressantes. Mais diantre, pourquoi faire cela alors ? Me demanderiez-vous d'un air innocent. Certainement pour faire plus vendeur, ou en tout cas plus cinégénique, au sens hollywoodien du terme. Ah ouais, comme Jean-Claude Van Damme, quoi. Tss. Quoique... L'introduction, par exemple, rajoute une espèce de suspense de film d'espionnage qui aboutira à une scène d'action inutile et un set-off payoff qu'il faudra attendre la fin du film pour qu'il soit résolu, tout ça pour ça, bordel de merde. La réalisation n'est pas à la hauteur, mais pas foncièrement mauvaise. Elle fait juste des effets qui tombent à l'eau, mais sinon... Le récit devient de plus en plus prévisible au fur et à mesure qu'il avance. En même temps, il s'appelle Prédestination, c'est un peu comme si on disait Prévisible Destination, quoi. Si on veut. Mais alors, pourquoi le conseiller, me direz-vous ? Mais alors, pourquoi le conseiller, me direz-vous ? Mais c'est ce que j'avais dit. C'est vrai. Mais moi, c'est mieux. En fait, ce film est hyper intéressant, vraiment. Même s'il est un peu bancal sur la forme et manque de réelles surprises, il conceptualise mieux que n'importe quel autre l'idée de paradoxe temporel. Ce qui revient généralement en ce qui concerne les paradoxes temporels, c'est l'idée de l'impossibilité. Mais ici, Heinlein s'est plutôt demandé ce que seuls les paradoxes temporels pouvaient rendre possible. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Bon après, vous pouvez tout aussi bien lire la nouvelle, hein. Alors là, on atteint des sommets de la prise de chou. Alors en effet, quand j'ai vu ce film, je dois l'avouer, je n'ai rien compris. C'est Sylvain qui m'en a expliqué l'essentiel après son deuxième visionnage régulièrement entrecoupé de mise en pause du film pour essayer de comprendre chaque phrase prononcée. Quand même. Ah ouais, c'est vrai. J'ai vraiment fait ça. Car, complètement dépassé par la complexité du récit et surtout par sa façon d'éviter à tout prix de le rendre aisément intelligible, je me suis senti de plus en plus largué au fur et à mesure que le film avançait. Ajoutons que la mise en scène est très froide, distante et volontairement pragmatique, loin des artifices narratifs habituels ou des effets de surprise qui permettent de renouveler l'intérêt du spectateur. Et vous aurez une idée de la difficulté qu'il y a à regarder ce petit film de 7000 $. Malgré tout, dès le premier visionnage, j'ai trouvé la démarche intéressante. Expliquons pourquoi. Abe et Aaron sont deux ingénieurs qui inventent un peu malgré eux une machine à voyager dans le passé. Basée sur le principe de la boucle temporelle, il leur faut allumer la machine au moment où ils voudront arriver. Par exemple, si la machine est allumée le lundi à 10 h, on peut passer la journée à nos occupations et lorsqu'on revient à 19 h, on l'éteint, on entre dedans et on patiente 9 h et on en ressort le lundi matin à 10 h au moment où elle a été allumée. Ce qui signifie que pour la personne qui se trouve dans la machine, le temps s'écoule normalement à l'intérieur et à rebours à l'extérieur. Mais pour quelqu'un qui serait à l'extérieur, c'est le temps à l'intérieur de la machine qui irait à l'envers. Vous suivez ? Ça signifie aussi qu'entre le moment où la machine est allumée et celle où elle est éteinte, il existe deux versions du voyageur. Et il faut bien faire attention à ne pas créer de paradoxe en empêchant le voyageur d'entrer dans la machine par exemple. Car s'il n'y a pas de voyage en arrière, il n'y a pas de raison que le voyageur soit empêché de voyager. Donc il voyage, et s'il voyage, il va s'empêcher lui-même. Mais alors s'il s'en empêche, il n'y a pas de voyage. Bref, un paradoxe. Mais là où un film classique se serait arrêté là, Primer va encore plus loin en développant à travers ses personnages des questions sur le fonctionnement intrinsèque de tel voyage, sur les paradoxes, sur l'immuabilité supposée des boucles temporelles. À toute la complexité de ces questions, Schenkarus va encore plus loin en superposant des couches de voyage dans le temps, des boucles temporelles croisées à de multiples reprises, sans nous préciser à chaque fois à quelle version des voyageurs nous avons affaire. À l'image des personnages, le spectateur se retrouve ainsi désorienté, perdu dans les méandres de la temporalité. Au final, on se retrouve avec un film exigeant, mais aussi le plus pertinent et réfléchi sur le sujet. Voilà, cette petite liste est finie, nous espérons vous avoir fait découvrir des œuvres qui auront titillé votre insatiable curiosité. Sachez que pour les plus complexes d'entre eux, il existe des explications souvent accompagnées de schémas. On vous met quelques liens dans la description.
Bon visionnage. Nous tenions à remercier notre ami Florentin qui nous a aidé à tourner l'introduction de cette vidéo. Il a fait le petit caméraman. S'il était gentil, c'était cool, on a bien rigolé. Je mange des bébés. Parce que je suis nota bene.